Bonjour à tous, mon nom est Abigaël Allard-Robitaille. Je suis avocate de formation, puis je travaille présentement à la conception du contenu et à la rédaction de l'information qui est proposée sur le site Juridique. Juridique, c'est un service en ligne gratuit où on vous donne de l'information facile à comprendre en français et en anglais. Nos contenus sont rédigés en langage clair pour vous aider à comprendre c'est quoi vos droits, c'est quoi vos obligations, puis les recours qui sont à votre disposition puis qui sont prévus par la loi. On vous aide à trouver des professionnels et des organismes près de chez vous, puis on vous guide si vous souhaitez entreprendre des démarches judiciaires. Je vous souhaite la bienvenue à ce dernier rendez-vous juridique de l'année 2021. Nos rendez-vous juridiques, c'est vraiment une belle occasion pour nous d'inviter des professionnels puis d'échanger avec eux sur des sujets qui sont liés à ceux qu'on traite déjà sur Juridique. Pour votre information, le rendez-vous d'aujourd'hui, il est diffusé sur nos médias sociaux, mais il est aussi diffusé en simultané sur la page Facebook du ministère de la Justice du Québec. Si jamais vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires au bas de la publication parce que si le temps nous le permet à la toute fin, on va prendre le temps d'y répondre. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir une grande avocate qui est reconnue pour son apport important au domaine du droit de la famille. Je suis vraiment très, très contente de vous présenter notre invitée du jour, Maître Suzanne Pringle. Bonjour Suzanne. Bonjour, merci de l'invitation. Par souci de transparence pour les gens qui nous écoutent, je vais souligner qu'on se connaît un petit peu quand même. J'ai commencé ma carrière en tant que stagiaire à son cabinet et j'ai eu la chance de l'avoir comme mentor pendant les premières années de ma carrière. Donc, évidemment, Suzanne, c'est une brillante avocate de litige, mais c'est aussi une passionnée du droit, passion qu'elle a su communiquer aux jeunes avocats sous son aile. Donc, je suis très contente vraiment de pouvoir parler de droit encore une fois avec toi aujourd'hui. Ben, moi aussi. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, je vais te présenter, puis je vais présenter aussi ton parcours professionnel. Donc, Matt Pringle a accompagné des centaines, sinon des milliers de clients à traverser le processus de séparation ou de divorce, parfois dans des dossiers particulièrement difficiles et complexes. Sa carrière lui a d'ailleurs valu le prix Reconnaissance du barreau de Laval en 2014, le titre d'avocate émérite par le barreau du Québec en 2015 et d'être nommée plaideur de l'année en 2020. Elle est aussi membre du prestigieux American College of Trial Lawyers et sa carrière a même inspiré Fabienne Larouche pour la série télé Rupture qui était diffusée sur les ondes de Radio-Canada jusqu'à récemment quand même. Sur lequel on a travaillé ensemble. Effectivement, sur lequel on a travaillé ensemble, puis c'est très, très plaisant de faire ça par ailleurs. Oui. Autre tâche connexe, mais c'était très le fun, vraiment. Encore à ce jour, on parle d'un dossier qui a fait connaître Maître Pringle du grand public. Je parle évidemment de l'affaire que les médias ont surnommée Éric contre Lola, dans laquelle elle représentait Éric. On va y revenir parce que c'est une affaire qui a permis de clarifier ou du moins de confirmer la situation juridique des conjoints de fait au Québec. Mais c'est surtout un dossier, en fait, qui a ouvert une importante discussion sur le sujet, puis peut-être même, j'irais jusqu'à dire, le besoin de revoir notre droit de la famille dans la province. Une autre cause pilotée par Matt Pringle s'est tout récemment rendue jusqu'en cour d'appel, décision confirmée par la Cour suprême sur le sujet de l'enrichissement injustifié. Gros nom, gros concept, on va y revenir, on va reparler du contexte et des conclusions de cette décision-là, mais disons que d'ici à ce que la loi change, c'est... en l'absence d'entente entre les conjoints de fait, en tout cas, c'est un des seuls recours là, qui existe pour les conjoints de fait. Donc, vous l'aurez compris, on aborde aujourd'hui un sujet qui te tient à cœur, Suzanne, qui me tient certainement aussi à cœur, mais surtout qui est très d'actualité. Je trouve ça le fun qu'on puisse en parler à l'ère de la réforme. On sait que ça se trame, ça s'en vient. Oui. Donc, on n'aura pas le choix d'en parler un petit peu, sinon notre contenu sera un peu déconnecté, sachant que ça risque d'évoluer, en fait, prochainement, on l'espère. Donc, sans plus tarder, je pense que j'aimerais commencer avec l'affaire Éric contre Lola. C'est un dossier qui permet, je pense, de contextualiser notre discussion pour bien comprendre la situation juridique des conjoints de fait au Québec. C'est une décision qui date quand même. Quand on y pense, la Cour suprême s'est prononcée dans cette affaire-là en 2013. Ça a été une des causes les plus médiatisées de la dernière décennie, en tout cas certainement en droit de la famille, en tout cas où ce n'est pas tous les jours que des dossiers se rendent jusqu'en Cour suprême du Québec. Pour rappeler peut-être brièvement les faits, Éric et Lola ont vécu 7 ans en union de fait, puis ils ont eu des enfants avant de se séparer. Éric était un homme d'affaires
assez fortunée. C'est le terme que j'utiliserais. Puis après la rupture, Lola a contesté la validité de certains articles de loi qu'elle jugeait discriminatoires. Et puis essentiellement, ce qu'elle voulait, c'est être traitée comme une épouse, donc obtenir une pension alimentaire pour elle-même, le partage du patrimoine familial, toutes les protections qui sont prévues dans la loi pour les époux. Ouais. Suzanne, c'est toi qui représentais Éric depuis le tout début du dossier jusqu'à la fin. Selon toi, c'est quoi l'impact de cette décision-là? En fait, ce qui est ressorti le plus, et j'espérais que c'était ressorti encore plus, mais enfin, c'était de faire comprendre que aux conjoints qui n'étaient pas mariés, qu'ils n'avaient ceux qui vivent en conjoint de fait, donc, qu'ils n'avaient aucune protection légale au Québec quand ils vivent sous ce statut de conjoint de fait, et contrairement aux autres provinces. C'est ça le gros qui devait ressortir de cette cause. Et c'est ça. C'est une décision aussi qui a fait ressortir, je pense, au point de vue social, qui avait peut-être besoin de le mettre à jour, en fait. Là, le droit est censé évoluer. Certain. C'est certain. Ce qui ressort de ce dossier, puis qui est un peu fascinant, c'est que la dernière réforme du droit de la famille a eu lieu dans les années 79-80, disons. J'étais encore à l'université. Et aujourd'hui, ce 10 décembre, je fête mes 38 ans d'admission au barreau. Alors, il n'y en avait pas à l'époque. Là, il y a un bout de réforme qui a commencé, on va y revenir. Mais la société, depuis 1980, a changé de façon complète. Écoutez, là, qu'on parle des conjoints de fait, qu'on parle de famille homoparentale, qu'on parle de pluriparentale, les familles recomposées. De nos jours, il n'est pas rare qu'on ait à parler à plusieurs familles pour fixer des droits d'accès, par exemple, pour des enfants, pour plusieurs familles qui sont recomposées, qui ont des nouveaux conjoints, qui eux autres aussi avaient des ex-conjoints, qui ont aussi des enfants. Écoutez, il y a rien qui était adapté à ça. Là. Quand on réalise combien la société a changé, c'était pas arrimé du tout les droits et obligations au niveau de la conjugalité pour les conjoints de fait. Pas du tout. Ça, c'est ça qui est sorti le plus. C'est ça, c'est ce qui est ressorti de cette affaire-là. Puis j'ai l'impression, dans la foulée, en tout cas, de cette décision-là, il y a eu quand même au début une volonté d'agir. Puis là, il y a eu un mandat qui a été donné au professeur Alain Roy, qui a présidé le comité consultatif sur le droit de la famille, puis qui a émis un rapport dont on parle encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est en 2015, on en parle encore. En quoi ce rapport-là était-il important, Suzanne? Mais écoute, ça, c'était super important parce que tout le monde jasait, tout le monde discutait de ça. Tu sais, le jugement d'Éric et Lola a été rendu par la Cour suprême en janvier 2013. Oui. En chambre, en février de la même année, le ministre à l'époque, Saint-Arnaud, avait dit que la balle avait été passée, le ballon avait été passé au Parlement du Québec. Oui. Et à ce moment-là, on a décidé de nommer ce comité. Ce comité-là devait évaluer comment on devait revoir le droit de la famille sous deux aspects, tout ce qui s'appelle filiation et tout ce qui s'appelle conjugalité. OK? Et il y a eu combien? 80... Je me souviens plus combien il y a eu de recommandations. 82 recommandations du comité. Tu sais, le comité, le rapport d'Alain Roy, je dis à d'Alain Roy, OK, du comité d'Alain Roy, bon, qui a présidé Alain Roy, nous a été présenté de mémoire, et j'y vais vraiment de mémoire, le 7 juin 2015. Et une petite portion, on le verra tantôt, de la réforme a été entamée, mais ce n'est pas sur l'aspect que tout le monde attend avec impatience la conjugalité. C'est un autre aspect important qui traite des enfants, de la filiation, mère porteuse, etc. Mais le reste n'a pas été touché, puis on ne sait pas encore quand. On va y revenir, je le sais plus tard, mais quand même. Ça fait longtemps, c'est dû. Ça fait longtemps, ça a repris, c'est ça, quelques années, mais disons que notre gouvernement actuel, là, il a annoncé ses couleurs, son intention vraiment de s'attaquer à la réforme du droit de la famille. D'ailleurs, peut-être, je demanderais que le lien, tu sais, vers
le résumé, si on veut, Oui. grands côtés de cette réforme-là soit dans les commentaires pour que les gens puissent aller voir. C'est intéressant, c'est bien fait. Oui, c'est un travail extrêmement sérieux. Le ministre Jolin Barrette avait dit qu'il ferait quelque chose, qu'il travaillerait cette réforme, qu'il écouterait ce qui a été dit, évidemment, Alain Roy était son conseiller spécial, si je ne m'abuse. Et toute cette réforme au niveau de la filiation, où on dit que c'est le titre, c'est Les enfants d'abord. On le voit sur ce canevas qui a été présenté. Ils appellent ça un apron, je pense. Ouais, je pense c'est curieux, mais enfin. Et il y a des choses extrêmement importantes qui ont été prévues dans ce projet-là, mais on a hâte aussi à la deuxième portion, et à laquelle ils vont s'attaquer, selon le ministre Jolin Barrette, dans sa présentation du projet de loi 2 aussi. Oui, parce qu'on le répète, mais tu sais, la situation des conjoints de fait, quand on se dit que 40% des couples au Québec ne sont pas mariés, 60% des enfants au Québec naissent de couples non mariés, on sait que c'est un sujet qui touche énormément de gens. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en ce moment, disons que les dispositions de notre Code civil, de notre loi, ne concernent pas les conjoints de fait. J'aimerais ça, justement, on a mis un peu la table là, sur ce qui s'en vient pour que le discours soit connecté quand même à ce qui va se tramer dans les prochaines années. Mais pour l'instant, donc, on dit que les conjoints de fait n'ont pas les mêmes protections juridiques que les couples mariés. C'est un terme qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on entend exactement par protection juridique? En fait, ils n'ont pas les mêmes droits et obligations. OK? Juste pour donner un exemple très simple. Quand on se marie, il est de l'essence même du mariage, c'est-à-dire par le seul effet. On se marie, il y a des effets immédiats, automatiques, sur lesquels on n'a aucun contrôle. On appelle ça des dispositions qui sont d'ordre public, c'est-à-dire qui sont... on ne peut pas y déroger. OK? Et ça, on a évidemment l'essence du mariage, c'est la fidélité, le secours, le droit de fidélité, secours, assistance. Et c'est des mots qui semblent comme poétiques, mais qui ont une portée juridique extrêmement importante. Donc, à partir du moment, je vous donne un exemple, où on se marie, quand on parle de secours et assistance, c'est qu'on a le droit, à partir de ce moment-là, de réclamer une pension alimentaire pour soi, c'est-à-dire entre conjoints, ce qui n'existe pas pour les couples non mariés, quel qu'il soit, OK? À moins qu'il y ait un contrat à cet égard, on va y revenir, mais la loi ne donne pas ce droit, OK? Au moment aussi du seul effet du mariage, on a la constitution à compter de la journée du mariage jusqu'à la dissolution du mariage. On constitue ce qu'on appelle un patrimoine familial. Le patrimoine familial, c'est pour la famille. OK? C'est indépendant complètement du contrat de mariage. C'est du seul effet de la loi. On n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de dire ce qu'il y a dedans. C'est la loi qui le dit. Donc, ça comprend les résidences principales et secondaires de la famille, entre autres, les meubles, ça comprend les véhicules automobiles, les fonds de pension, les REER, ce genre de choses. Et ce qui est important de comprendre, c'est on vit, durant la vie commune, on amasse, ça va de soi, c'est ramasser, c'est accumuler, ça compose le patrimoine familial. Et à la rupture, ça doit être partagé également. Il y a des nuances, là, mais enfin, ça doit être partagé également. Qui en soit le propriétaire? Si on achète une résidence familiale ou secondaire après le mariage et que cette résidence n'est enregistrée qu'au nom d'un des époux ou des conjoints, c'est partagé de la même façon à la fin. Et vous savez, quand on a des enfants et qu'à la fin d'une union, on est marié, il y a ce partage du patrimoine familial qui, évidemment, normalement, plus le mariage est long, plus il y a un bénéfice, en fait, il y a un avantage financier important. Et à la rupture, ça permet ce partage-là de pouvoir repartir en neuf. Et quand on a des enfants, ça fait une grande différence de pouvoir acquérir une résidence, d'avoir une certaine protection
au niveau de la retraite et de pouvoir bien avancer avec les enfants et tout, et d'avoir une voiture, etc. Ce qui n'existe pas du tout. Il n'y a pas de nuance ici, là. Ça n'existe aucunement pour les conjoints de fait. Il y a zéro droit à cet égard-là. Je pense qu'il est important aussi que les gens comprennent, c'est que c'est pas que c'est écrit dans le code, les conjoints de fait n'ont pas ces mots-là, c'est que les conjoints de fait, ce concept-là, n'existe pas, pour ainsi dire, dans notre code. Donc, si ce n'est pas défini par notre code, Suzanne, c'est quoi être un conjoint de fait au Québec? Un conjoint de fait au Québec, c'est défini dans la loi d'interprétation, OK? Mais ça ne s'applique pas à la situation du Code civil. Bon, ça définit comme suit, je l'ai devant moi, c'est deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui font vie commune en se présentant publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Bon, écoutez, moi, je blague souvent quand je traite des conjoints de fait. Je dis, écoutez, vous n'existez pas dans le Code civil, vous n'existez pas au niveau des droits et obligations en termes de conjugalité, mais vous existez vraiment pour le fisc, par contre. Les lois fiscales. Les lois fiscales, les lois sociales, vous existez, on en tient compte. Mais tout ce qui s'appelle avantages conférés aux époux, ça n'existe pas. Et je reviens sur une notion et une des plus importantes. J'ai parlé du patrimoine familial, c'est une chose qui n'existe pas pour les conjoints de fait, mais il y a également la différence substantielle et importante où, au moment de la séparation, ça ne vous n'avez aucun droit de réclamer une pension alimentaire pour vous-même. Quel qu'a été votre rôle durant l'union, où ni un ni l'autre ne peut réclamer une pension alimentaire pour soi, y compris, dans notre jargon, on appelle ça la notion d'aliment, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le frigidaire, c'est vraiment une pension alimentaire. Et c'est aussi la notion de pension alimentaire inclut le pouvoir, la possibilité de demander une provision pour frais qui fait que l'autre conjoint peut être appelé à payer les honoraires de l'avocat qui intente les procédures. Ça n'existe pas en matière de conjoint de fait, sauf en matière d'abus de procédure, mais c'est vraiment autre chose, là, c'est de la nuance rendue là. Et il peut y avoir peut-être une provision pour frais s'il y a par exemple, des réclamations pour les enfants et que le conjoint refuse de montrer sa situation financière, mais on est dans... Le général, c'est il n'y en a pas de protection, ni droit, ni obligation, sauf en regard des enfants. On va y revenir sur la question de la provision pour frais, parce que je pense que l'exemple, justement, est frappant quand on va parler d'enrichissement injustifié. Mais là où on va en venir au courant de la conférence d'aujourd'hui, en tout cas, c'est que, bon, la loi ne prévoit rien. Donc, ce que ça veut dire quand la loi ne prévoit rien, c'est qu'il y a peut-être, par contre, une façon de le faire de façon contractuelle. Donc, entre nous, qu'est-ce qu'on peut décider pour se protéger? Donc, on en est là. Comment on fait pour se protéger en tant que conjoint de fait? Le premier défi, j'ai l'impression, c'est le fait que contrairement aux gens mariés, il n'y a pas de date formelle. Les gens mariés, il y a un certificat de mariage, il y a une date, c'est écrit, c'est le début des obligations. Les conjoints de fait, c'est un peu plus flou, puis ça peut rendre plus difficile aussi de savoir, c'est quand qu'on s'assoit puis qu'on en parle. Puis pourtant, l'union de fait, c'est un des plus grand partenariat qui ne peut pas exister. Je veux dire, quand on part en affaires avec un partenaire d'affaires, justement, on va consulter des gens, on va peut-être consulter des avocats, des comptables. Quand on achète une maison, on consulte un notaire. Les professionnels interviennent dans la vie quand il y a des grands moments comme ça. Puis, de partir en union de fait, si on veut, là, c'est peut-être pas la meilleure expression, là, mais de commencer un partenariat comme ça, on n'y pense peut-être pas tout à fait... de faire les vérifications qui s'imposent. Puis est-ce que je me trompe ou encore à ce jour, décembre 2021, Suzanne, les gens viennent surtout te voir au moment de la rupture et non pas en amont? En général, ils viennent me voir au moment de la rupture, puis en général, c'est presque quand ils ont le pied dans la porte ou après qu'ils aient franchi la porte. C'est vraiment trop tard. Honnêtement, c'est vraiment trop tard. Et c'est super important.
je sais, l'exprimer simplement, ce serait quand est-ce qu'il faudrait le faire? Quand on commence à penser qu'il y a un investissement quelconque, que ce soit un partage de dépenses, un investissement en argent, En temps. et en temps, quand un conjoint, vous savez, présentement, là, si vous voulez, dans l'appréciation que vous avez à donner, puis je voudrais être très clair et je voudrais le rendre simple, je voudrais simplifier la chose. À partir du moment, quand vous évaluez ce que vous êtes comme conjoint de fait en termes de conjugalité, c'est comme si vous viviez avec un voisin, un étranger. Alors, il faut se dire, OK, la maison, je vous donne un exemple très, très, très simple, mais je sais qu'on va rentrer dans le détail un peu plus loin, mais quand on demande un investissement quelconque, quand on commence à payer certains comptes, quand on doit acheter certaines choses, c'est là qu'il faut s'interroger sur comment on va gérer ça et qu'il faut s'en parler. Et dites-vous très bien, et l'expérience me l'a démontré en termes de centaines, sinon de milliers de dossiers, si vous n'êtes pas capable de parler d'argent au début d'une relation où, comme dirait mon petit-fils, c'est l'amour, à la rupture, là, je vous jure que ce ne sera pas simple. Vous n'en parlerez pas. Alors, c'est là qu'il faut en parler. Et ça peut être mis dans un contrat, soit dans un contrat de vie commune, où vous voulez vraiment exprimer comment vous voulez fonctionner, ou des fois, les gens vont juste avoir un bien en commun et ne veulent pas d'enfants, par exemple, et un couple, et va dire, écoute, nous autres, là, notre gros bien dans la vie, ça va être notre résidence. Attaquons-nous, en guillemets, à comment nous allons gérer l'acquisition, l'entretien, le partage des dépenses, la vente, etc., le partage de tout ça à la fin. Attaquons-nous à ceci et prévoyons-le dans une entente qui peut être même, j'en ai vu, dans l'acte d'acquisition de la résidence. C'est publié même, c'est publié. Oui. Non, c'est ça. Je pense que le mot contrat de vie commune, puis c'est un des grands sujets là, de notre discussion aujourd'hui, c'est sûr qu'on va en parler, mais ça, peut-être que ça fait peur, un contrat de vie commune, mais c'est à la base, ce que ça veut dire, c'est de mettre les choses par écrit, de faire un contrat, de dire voici ce à quoi on s'engage l'un envers l'autre, ou même de consigner par écrit simplement un mode de fonctionnement pendant la vie commune, puis espérons-le aussi qu'est-ce qui pourrait arriver après la rupture, puis de le planifier. Justement, c'est quoi les avantages, puis je t'ai même déjà entendu parler de risques, j'aimerais ça peut-être entendre un petit peu là-dessus, là, mais les contrats de vie commune, les avantages, puis ce à quoi il faut faire attention par contre de l'autre côté. Oui, mais juste pour te dire, juste avant de commencer à répondre à ta question, je vais juste te dire qu'au Québec, c'est tellement curieux parce que la notion de contrat, de prenup dans les autres provinces, là, les gens, c'est une façon de fonctionner, ça va de soi, ils discutent de ça, ils en font beaucoup. Et nous, on a une timidité incroyable. Je ne sais pas pourquoi c'est étudié. Hélène Bello, la professeure Hélène Bello, a même écrit un livre, je pense qu'on l'a quelque part, c'est un livre sur l'amour et l'argent. Guide de survie. Et le guide de survie, mais elle a fait plein d'études là-dessus, c'est fascinant. Dites-vous que c'est important de le faire. Alors, pourquoi un contrat de vie commune, ça peut être nécessaire ou non nécessaire? Par exemple, si deux personnes ont des emplois qui se ressemblent, des revenus qui se ressemblent, achètent une propriété à 50% chacun et décident leur mode de fonctionnement, ça peut même être dans l'acte d'acquisition, comme je le disais tantôt. Mais le contrat de vie commune, à partir du moment où vous choisissez d'en faire un, il faut être extrêmement certain de ce qu'on veut écrire dedans parce que le Code civil, si vous oubliez des choses, ne viendra pas suppléer ou ajouter à ce que vous n'avez pas prévu. Parce que le Code civil ne prévoit pas d'autre chose que ce qui est dans le Code civil. Et le juge, appelé à juger, doit appliquer la loi telle qu'elle existe pour l'instant. OK?
On peut prévoir une foule de choses, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai oublié d'en parler quand on a préparé notre présentation d'aujourd'hui, mais il existe même un outil pour toutes les questions auxquelles on peut penser pour un contrat de vie commune, qui est sur le site du Barreau du Québec aussi, qui nous sert de guide de questions à se poser. Ça peut être relatif à une foule de choses. Je vous donne des exemples. Si deux personnes vivent ensemble et on décide qu'il y en a un des deux qui arrête de travailler en congé maternité, par exemple, jusqu'à temps qu'un enfant ou les enfants retournent à l'école. Si cette personne-là ne peut plus travailler, n'a plus de revenus, perd un statut au niveau de son emploi, perd des années d'acquisition de droits dans le fonds de pension en question. Tu sais, tout ce genre de choses peut être expliqué et on peut dire comment on va compenser ça. Et si on a l'intention de le compenser, évidemment. Mais tout devrait être pensé et discuté avant. Tout ce qui touche, il n'y a pas un couple qui a la même situation. Alors, tout ce qui les touche, eux, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui se sont fait dire que c'était important, et j'ajoute, on va rire un peu parce que ce sont des avocats qui ont décidé de faire un contrat de vie commune à un moment donné, qui avaient, mon Dieu, une trentaine de pages. Il y avait des avis de défauts, des trucs. C'était tellement compliqué que de le mettre en application, c'était incroyablement complexe. Ça n'a pas besoin d'être complexe, comme certains contrats de mariage ont 4 paragraphes, là. Bon, ça peut être très simple, mais au moins prévoir les mécanismes qui vont être mis en place. Et c'est quoi la durée de la vie commune? C'est quoi, tu sais, comment on va calculer ça? Comment on va faire ça? Qu'est-ce qu'on veut prévoir? J'ai même vu plusieurs récemment contrats de vie commune qui se réfèrent directement au Code civil en disant « Nous souhaitons avoir les mêmes droits et obligations que des époux tels qu'il est prévu au Code civil du Québec. » Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, sauf que les aliments après rupture, quand on est marié, c'est la loi sur le divorce c'est pas le Code civil. Alors, enfin, double référence. Faut juste être prudent. Oui. Bon. Puis, on le voit, je pense, je t'écoute parler, puis je me dis, c'est quand même des grands sujets. Ça peut être simple, mais c'est des sujets qui sont importants. Puis je pense qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui a posé la question dans les commentaires. Est-ce que c'est obligé d'être notarié? Est-ce qu'il faut absolument le faire avec un avocat? Il y a tout un aspect que parfois c'est simple, des fois ça l'est moins. Mais je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que moi, c'est pas obligatoire. OK? Mais j'ai vu des situations, tu sais, le parallèle, là, les gens sont les gens, ils ne changent pas. On est au Québec, c'est des couples de quelques types de couples dont on parle. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu plusieurs femmes signer des contrats de mariage sans absolument comprendre ce qu'ils signaient. OK? Enfin, pas la portée à long terme de ce qui était signé, sans reproche à quiconque. Tu sais, ils vont ensemble chez le notaire, puis après, c'est l'amour, et ils signent ça, puis ils se marient le lendemain, puis tu signes pas un contrat de divorce quand tu signes un contrat de mariage. Mais c'est la même chose entre conjoints de fait. Si après, je vais vous donner un exemple très facile, si après quelques années, tu sais, ça commence un peu à graffiner dans le couple et qu'un des conjoints ou une des conjointes arrive avec un contrat, puis dis-moi, je voudrais vraiment que tu signes ça, là, parce que fais-moi confiance, là, c'est ça qui est le mieux pour toi. Évidemment, moi, je conseille toujours de consulter. Et je conseille aussi de consulter quelqu'un d'autre qui est la personne qui conseille l'autre conjoint. Ça, c'est moi-même, là. Dans les provinces de Common Law, on demande des certificats d'indépendance aux deux conseillers des conjoints. Et moi, je trouve ça très sage. Vous allez dire, j'entends d'avance les gens me dire, parce que je l'ai déjà entendu quand on en parle avec des amis, avec des collègues. Bon, oui, mais Suzanne, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. C'est vrai.
Par contre, demandez-vous si vous avez les moyens de ne rien recevoir du tout à la fin d'une vie commune, quand vous ne vous êtes pas renseigné. Pour moi, là, ça, c'est... Il faut se la poser, cette question-là. Tu sais, quand j'entends les gens qui me disent « Oui, mais il me disait d'y faire confiance » ou « Elle me disait d'y faire confiance ». Oui, mais il y a toutes sortes de situations qui peuvent se produire dans la vie. Il peut y avoir des décès. On le sait, là. Des décès, ça peut être des accidents. On peut, du jour au lendemain, apprendre qu'on est atteint d'une maladie dégénérative. On peut, tu sais, n'importe quoi. Et on est mieux d'avoir quelque chose d'écrit. Non, on n'est pas obligé d'aller devant un notaire, ou devant un avocat, ou de le signer. Tu n'es pas obligé d'être notarié, mais on devrait être conseillé par quelqu'un d'indépendant, à mon avis. Ça, c'est vrai, personnel et professionnel aussi, là. Et ce qui devrait être signé, c'est vraiment ce qu'on a envie de signer. Parce que si ça part avec un déséquilibre, ça ne s'améliorera pas. Effectivement, non, absolument. Puis, tu sais, juste pour le souligner, c'est pas la même chose, évidemment, mais il y a quand même il y a des cliniques juridiques, il y a des centres de justice de proximité, il y a des moyens d'obtenir de l'information juridique. C'est pas un avis juridique indépendant, peut-être, mais il y a quand même des moyens de s'informer. Puis, je le souligne quand même là-dessus. Est-ce Puis, que... Abigail, le formulaire de contrôle qui est fait par le barreau, là, je pense pas que c'est accessible seulement aux avocats. C'est une grille qui te permet de t'interroger. C'est vraiment ça. Tu sais, oh mon Dieu, c'est vrai. Je paye X pour l'hypothèque, mais je ne suis pas copropriétaire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu sais, ce genre de choses. Oui, non, exactement. Puis, je pense qu'il y a une question qui se pose aussi, qui est la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des choses qui se passent durant une vie. Puis, est-ce qu'un contrat comme ça, une fois qu'il est signé, on est correct? Est-ce qu'on le modifie? Qu'est-ce qu'on fait avec un contrat de vie commune en cas de changement au fil des ans? Ça, c'est une question vraiment très intéressante. C'est sympathique, c'est logique, c'est... Imaginez, là, pensez-y, je vous l'ai dit, toutes les études le démontrent, les gens ont de la difficulté à signer un contrat de vie commune et à parler d'argent en début d'union. Quand la vie amène tous ces aléas et qu'on est rendu un petit peu plus loin, puis que là, vous venez d'arrêter de travailler depuis 5 ans, vous êtes à la maison, vous n'avez pas de revenus et que vous dites, mon chéri, on avait dit, ou ma chérie à l'époque, que si on avait des modifications, on prévoirait quelque chose et on modifierait ça. Oui, il faudrait le faire. Est-ce que c'est simple à faire? Moi, je vous dirais que pas vraiment. Pas vraiment. Mais il faudrait essayer de prévoir des généralités sur des points précis qui nous disent qu'on devra le faire éventuellement, parce que déjà, au niveau moral, on a ça dans un engagement, un vrai engagement. Non, tu le dis bien, puis même, tu sais, les contrats de vie commune, autant on en parle, autant c'est mis de l'avant, je pense, par les professionnels de la communauté juridique, autant on n'est quand même pas dans un cas où c'est... il n'y en a pas tout plein. Tu sais, c'est pas encore une généralité. Fait que c'est sûr que, comme tu le dis, on est peut-être à certains égards dans l'utopie, mais moi, ce que je pense quand même, c'est que si la raison pour laquelle on n'en parle pas durant la vie commune, c'est qu'on anticipe une réaction négative, on anticipe déjà à ce moment-là un problème, donc on préfère ne rien dire, mais imaginons ça à la rupture quand il n'y a plus le cocon de la bonne entente de relation. Ça devient... Voilà. Si le déséquilibre existe, puis souvent quand il y a un déséquilibre au début, il y a juste une augmentation de cette marge de déséquilibre au fil des années. Oui. Et en bout de ligne, on en trouvera à la fin ou une sans ressources ou pas avec les ressources nécessaires, on va y revenir, je le sais, pour être capable de faire valoir des droits quelconques. C'est compliqué, là. Non, c'est compliqué. Absolument. Pensez-y, là, quand il n'y a pas de patrimoine familial, là, qu'il n'y a pas de partage de la valeur de la résidence, des REER, des voitures, des meubles, etc., puis qu'il y en a juste un qui est propriétaire de l'ensemble des choses et qu'on a des enfants. Oui, il y a une pension alimentaire fixée
par une table, en fait, qui est une table de fixation de pension alimentaire. Mais ce n'est pas vrai que même si la table prévoit des besoins de base, qu'elle va vous permettre de vous repartir à neuf avec un semblant de ce que vous aviez avant, là. C'est pas vrai, ça. Non, absolument pas. Puis, justement, parlant de ça, j'aurais envie de t'entendre sur des exemples concrets. C'est vraiment là, dans quel genre de dossier tu t'es dit, si ça avait été prévu, là, s'il y avait pensé, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Je vais vous dire des petits exemples, puis si je suis hors d'ordre, tu me feras signe, mais moi, là où j'ai vu des choses, un de mes premiers dossiers, je suis médiatrice accréditée aussi, un des premiers dossiers de médiation que j'ai eu, c'était une situation de conjoint de fait avec une enfant adolescente où la conjointe avait arrêté de travailler pendant un bout de temps, avait été malade et assez gravement malade. Et en bout de ligne, bien qu'ils avaient une maison 50-50, elle avait aucune compensation, aucune possibilité de demander des aliments pour quand je dis des aliments, je m'excuse du jargon. C'est une pension alimentaire pour elle et une forme de compensation quelconque. Ça, c'est extrêmement bouleversant de voir que les gens n'ont pas discuté de ça, n'ont pas pensé à ça. Et ça demande une doigté en termes de médiation. Il n'y en a pas de droit à ça. Alors, d'amener les gens à comprendre, à être empathique à la situation de l'autre et de compenser les droits perdus, au moins quant au fonds de pension, quant aux avantages, etc. Tu sais, ça ne va pas fonctionner toujours parce qu'il n'y a pas de force coercitive à ce niveau-là. Là. Dont un qui arrête de travailler, par exemple. Oui. Quand, par exemple, les gens achètent une maison, un des deux seulement est propriétaire et reçoit un héritage. L'autre qui n'est pas propriétaire reçoit un héritage. L'autre dit, ben écoute, ce serait le fun, tu sais, si on avait une maison nette, etc. On signe rien, on ne fait pas de papier. Bien oui, je vais te rembourser quand on va vendre. Mais tu sais, oui, il y a des fois que ça fonctionne, qu'on peut faire confiance et que ça peut vraiment être ça. Mais j'ai vu des situations où il arrive justement, on prend l'héritage, on paye l'hypothèque, ça nous donne une plus belle vie, etc. Bon, bang, décès du propriétaire de la maison en question, ils n'ont pas d'enfant, pas de testament. Pensez-y, là, la situation, c'est que c'est épouvantable. Là. On n'est pas dans les règles, on appelle ça les règles de dévolution successorale. Le conjoint de fait n'existe pas. Alors, si quelqu'un meurt sans testament, le conjoint ne reçoit rien. C'est quand même quelque chose, là. Même chose. On commence à vivre ensemble. Un des deux décide de laisser son emploi, de partir une entreprise et ça devient un gros projet et il se rend compte qu'il a besoin d'aide ou elle se rend compte, là, tu sais, c'est n'importe qui, là, un des deux du couple. Et l'autre lâche son emploi, commence à travailler sans être rémunéré, participe très fort à cette entreprise-là et il y a rupture. Pas d'action dans la compagnie, une minime rémunération, donc tu as laissé ton fonds de pension ailleurs que tu avais peut-être, ou même si tu n'en avais pas, tu n'en as pas plus là. Et vraiment, tu ressors de ça extrêmement appauvri et beaucoup de situations de jurisprudence, là, des dossiers qui ont été entendus par la Cour, des décisions qui ont été rendues, où un des deux est propulsé au niveau économique, financier, et l'autre est littéralement sans rien. Même chose quand
quand on se prête ou les gens pensent que parce qu'ils achètent une maison 50-50, pardon, qu'ils achètent une maison, oui, c'est ça. En Les gens, copropriété, oui. oui, en copropriété. Il y a des gens qui achètent une maison en copropriété, puis ils commencent à vivre ensemble, ils ne sont pas mariés, c'est juste comme c'est l'amour. Et là, il y en a juste un qui paye. J'ai vu des situations récentes où des maisons payaient comptant, là, comptant. Et l'autre va dire, ben oui, mais tu sais, quand je vais avoir de l'argent, quand je vais gagner des sous, je vais acquérir ma part au fil du temps, puis je vais te payer la moitié du prix de vente. Ce que les gens négligent de vérifier, quand je dis ils devraient consulter, puis ça, là, il y a des sites qui l'expliquent, le vôtre, il y a Éducalois, etc., il y en a plein, là. C'est que quand on vend une résidence comme ça, quand on est copropriétaire, on a une présomption d'égalité, donc de partage égal. Les gens, des gens éduqués, là, des gens instruits qui nous disent « Mais voyons, Suzanne, non, tu dois te tromper parce que, regarde, moi, j'ai payé toute la maison, donc elle n'a pas le droit, là, je vais récupérer. » Ils disent toujours la même phrase « Je vais récupérer ma mise. » Oui, la mise de fonds, c'est un exemple assez parlant. La mise de fonds. Non, c'est pas comme ça. Si tu ne l'as pas écrit, il y a une présomption d'égalité. Et ça peut être fait dans l'acte d'acquisition, là. Oui, absolument. Oh, oui. oui. Et tu sais, il y a des gens aussi qui disent Hey, Suzanne, on a une maison 50-50, là, mais là, là, ils t'appellent puis ils vérifient, ils vont dire ben moi, je gagne 30 000 par année. Je donne des exemples, ou 50 000 par année, puis lui gagne 150. Ben, il faut qu'il paye en proportion, non? Non, vous n'êtes pas mariés. Vous avez le droit de décider de le faire. Vous avez tous les droits si vous décidez ensemble de convenir de quelque chose, en respectant l'ordre public, évidemment, et les bonnes mœurs, l'ordre public. Mais tu ne peux pas, tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, là, nous deux, on est en couple, tu fais 150, je fais 50, donc il faut payer notre maison acquise 50-50 en proportion de nos revenus. Non. Il n'y a aucune obligation de faire ça. Puis, il y a des gens qui veulent qui veulent récupérer ces sommes-là plus tard en disant ça n'a pas de bon sens, il aurait dû payer en proportion. Ma chum, elle a eu une prestation compensatoire dans un dossier parce qu'elle payait pas, lui, il ne payait pas en proportion. Es-tu mariée? Oui. C'est pas pareil. Mais tu vois, là, tu dis ça, puis ça me fait penser quand même qu'on a... il y a tout l'aspect prévention, mais disons qu'on s'adresse à des gens là, qui nous écoutent, puis il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrat de vie commune. Oui. Il n'y a absolument rien de prévu. Qu'est-ce qui... J'aimerais qu'on revienne, là, puis j'ai utilisé le mot, fait que je vais me répéter, mais c'est quoi l'enrichissement injustifié? C'est quoi ce recours-là? On sait que c'est une option, en fait, une des seules qui existe pour recourir au tribunal et dire je veux une somme d'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? En gros, c'est si on contribue à l'enrichissement de quelqu'un et qu'on s'appauvrit au même moment, on a le droit à une par le même geste, évidemment, on a le droit à une indemnité compensatoire. OK? Ça a l'air facile dit comme ça, hein? Il y a de la jurisprudence et ça a évolué énormément. La jurisprudence, en fait, les tribunaux se sont ajustés aux nouvelles réalités familiales aussi. On a vu des dossiers récents, dont celui dont tu as parlé tantôt, où, laisse-moi juste revenir un petit peu, quand le tribunal entend la preuve, parce qu'il faut prendre des procédures, là, on n'arrive pas, bonjour, machin, je voudrais une indemnité comme ça. Il faut prendre des procédures. On a le fardeau de la preuve. C'est quoi ça, le fardeau de la preuve? On a le fardeau de prouver à la Cour qu'on a raison à 51 OK? Les prépondérances de la preuve. Donc, on doit prendre des procédures, tout expliquer, alléguer tout ce qu'on a fait et le prouver. Et de prouver qu'il y a cet enrichissement, qu'on s'est appauvri et qu'on a droit à une indemnité. Ça, c'est un recours civil indépendant. Ce n'est pas juste pour les conjoints de fait. Ça existe pour d'autres gens aussi. C'est civil, c'est pour tout le monde. C'est un recours indépendant. Et donc, avant, il n'existait que quand on avait
quand le tribunal disait oui, je suis en présence d'une telle situation, et la personne qui le demande a le droit à une indemnité. Le calcul de cette indemnité était fait de façon toujours, c'était ce qu'on appelait le quantum meruit, c'est-à-dire la valeur des services rendus. OK? Donc, si madame ou monsieur fait la comptabilité de l'autre, de l'entreprise, 10 heures par semaine pendant tant d'années, on prouve combien ça vaut et la valeur des services rendus, c'est telle chose. Bon, ça, c'était une façon de l'expliquer, là. OK? Par contre, quand on est en situation de couple, de conjoint de fait, le premier jugement qui a été rendu était par une femme au début des années 70 dans une autre province, femme qui est par la suite devenue juge en chef de la Cour suprême du Canada. Et elle a dit, mais quand on a un projet commun et que ce projet commun-là, on y consacre tous nos efforts, tous les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve, là. On vise ce projet-là ensemble. Je travaille autant, tu as des liens, tu as des fonctions différentes ou un rôle différent. On peut appeler ça, si on veut, une co-entreprise familiale. Et à partir de ce moment-là, ce que ça dit, c'est si on avait ce projet commun-là et que c'est une co-entreprise familiale, il devient injuste qu'à la fin, un des deux retienne plus au niveau proportionnalité d'argent et de bénéfices que l'autre. Alors, on a commencé à appliquer cette notion de co-entreprise familiale en disant, j'ai eu une contribution proportionnelle, par exemple, à 20% de la valeur de cette entreprise. Ce que tu plaidais d'ailleurs dans le dossier tout récemment. C'est ce qu'on a plaidé récemment. Mais là, on tient compte, par contre, de tous les avantages. On regarde qui a bénéficié de quoi. En bout de ligne, c'est toute une analyse. C'est la notion de co-entreprise, là, il faut qu'on la prouve. Donc, tu prouves ton recours qui est celui le recours d'enrichissement injustifié. Et là, on dit, là, tu as droit, oui, je suis en situation où il devrait y avoir une indemnité. Et la Cour d'appel, ça fait pas longtemps qu'elle a accepté ça, elle a dit, il y a deux méthodes de calcul, la valeur des services rendus et l'autre calcul, c'est le calcul de la valeur accumulée qui ne peut exister qu'en cas de co-entreprise. Mais c'est une preuve lourde, la co-entreprise, là. Tu sais, il y a jonction des finances, il y a vraiment il y a un but commun, et c'était clair qu'on voulait partager la richesse. Quand les gens ont des comptes conjoints séparés, qu'il n'y a pas eu de co-entreprise comme tel, qu'il n'y avait pas un projet commun, comme si, par exemple, on rencontre quelqu'un qui a déjà son entreprise au moment du début de l'union, etc., et que si on continue comme avant, on ne peut pas dire, ben moi, je pense que j'ai le droit à 25 de ton entreprise. Il n'y a pas de partage c'est pas une société d'acquêt, là, par exemple. C'est pas automatique. Non, pas du tout. Il faut faire la preuve. Ce qui m'amène à dire, et là où il faut réfléchir, c'est que quand on entreprend un tel recours, supposons là, qu'il n'y a pas d'enfant là-dedans, là, OK? Mais même s'il y en a, ça ne change pas grand-chose. On n'a pas le droit de réclamer une provision pour frais. Quand on a des recours complexes en matière familiale, quand on est marié, on a le droit de demander une provision pour frais d'avance pour être capable d'assumer nos honoraires d'avocat, les frais d'expert, des choses semblables. L'expression en anglais est extrêmement bonne, c'est it's to level the playing field. On veut équilibrer les chances de chacun d'obtenir ce à quoi on a droit. S'il y en a un qui gagne énormément d'argent et l'autre à peu près pas, surtout après une rupture, bien, c'est difficile d'exercer ses droits. En cas de mariage, il est prévu qu'on puisse demander une provision pour frais et c'est à la discrétion de la Cour. Il n'y a pas une grille, là. Mais en matière de conjoint de fait, on n'a pas ce droit de réclamer une provision pour frais pour exercer nos droits et obtenir satisfaction.
ce qui est énorme là, comme différence. C'est énorme parce qu'un recours semblable, c'est un recours qui coûte quand même cher, là. Oui, puis c'est surtout ça, tu sais, tu le disais tantôt, c'est souvent dans un contexte où c'est familial, tu sais, la situation, elle est familiale, l'enrichissement injustifié que l'on plaide, c'est par rapport à une situation familiale où il y a quelqu'un qui a peut-être eu un apport moins concret, tu sais, par son aide auprès de la famille, Oui. avec les enfants. C'est très, très familial, mais pourtant, au niveau du recours, ben, comme tu le disais tantôt, c'est comme si c'était un voisin. Donc, c'est toi, en Exactement. tant que personne qui entreprend un recours contre un voisin qui se trouve être. Tu sais, c'est vraiment c'est comme l'approche derrière, mais bon, c'est difficile non, à comprendre vu à quel point c'est intrinsèquement lié. Tu sais, au final, un recours qui va être. Mais bon. Puis en fait, tout ce dossier-là auquel on fait référence avait commencé parce que ce que madame trouvait, notre cliente trouvait extrêmement injuste, c'est elle de ne même pas pouvoir se retrouver avec une maison décente. Et c'est en fait ce qu'elle souhaitait obtenir au début. Ça s'est retrouvé à procès. Évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, la coentreprise a été plaidée parce que ça commençait à se plaider au Québec et elle a eu 20 de la valeur accumulée, ce qui donnait quand même une indemnité de 3,4 millions. Et on a tenu compte de certains avantages qu'elle avait déjà. Elle avait accumulé un fonds de pension durant l'union, elle avait la moitié d'une résidence, etc. Ça a été calculé, puis le solde était de quoi? 2,3, 2,4 ou quelque chose du genre, et avec intérêt pour une période de, disons, depuis le temps où le dossier avait commencé, ça a fait quelque chose d'assez intéressant en bout de ligne pour elle, et ça a été une longue journée quand même. Puis ça, c'était un gros dossier. Tu sais, je t'entends parler de millions, mais tu sais, juste se rappeler, l'enrichissement injustifié, c'est pas une question. Non, pas du tout. C'est vraiment, il y a eu un apport, il y a eu un enrichissement, il y a eu un appauvrissement. Ça peut aller de j'ai aidé à faire telle chose pour la maison, ça vaut, à plus petite échelle possible, j'ai rendu un service, je n'ai pas été. Ça peut être à petite échelle comme ça peut l'être à très, très grande échelle. Puis Abigail, ça c'est reconnu maintenant et ce ne l'était pas, mais là, même au Québec, c'est comme, écoutez, dans ce dossier, la partie adverse a voulu dire que dans le fond, tout ce qu'elle avait fait, c'est son rôle de parent et ce que toute mère et toute conjointe aurait fait comparant au mariage. Ce qui est reconnu maintenant au Québec, ce sont ce qu'on appelle les services domestiques. C'est effrayant de les appeler comme ça, je m'excuse, mais c'est vraiment les termes utilisés par la jurisprudence. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si on fait vie commune avec quelqu'un qui a des enfants, à qui on doit se consacrer comme si c'était mais ce livre en fait, mais nos enfants, notre unité familiale, etc. La juge McLaughlin a dit que de dire que la contrepartie, c'était l'amour, ça passe plus en 2021, là, non, ça n'existe pas, ça, comme défense. Elle l'a fait par amour. Ça ne peut pas tout être fait par amour, non, effectivement. On peut avoir des attentes au final d'être bien après toutes ces années de vie commune. Il nous reste très peu de temps, puis j'aimerais ça qu'on réponde à quelques questions. Donc, je vais simplement le souligner parce que de toute façon, tu l'as déjà dit, parce que je voulais quand même rappeler qu'on parlait de contrat de vie commune aujourd'hui, on parlait d'entente écrite par rapport à justement la vie commune et à la rupture. Ça ne remplace pas quand même les autres outils comme le testament qui ont une... C'est pas la même chose. Donc, juste le souligner. Et le mandat. Et le mandat de protection en cas d'inaptitude, c'est la loi, justement, prévoit des mécanismes de protection à différents niveaux pour les gens mariés, justement en cas de rupture, en cas de décès, en cas de plein de choses. Bien, rien de tout ça n'est applicable pour les conjoints de fait. Donc, justement, en cas de décès, ben, il faut l'avoir prévu, sinon, c'est les enfants qui ont tout. Et s'il n'y a pas d'enfants, de l'autre côté, par exemple, le conjoint décède, ça se peut, bien sûr. Pas d'enfants, pas de famille, ça va à l'État. C'est quand même quelque chose d'y penser comme ça, effectivement. On a des questions, je vais essayer de les lire. On va y répondre de façon
neutre, là, parce que c'est assez précis. Là, je pense que les gens peuvent poser parfois des questions par rapport à eux, mais reste qu'on va répondre au niveau du droit. Là. Ils ont été, dans ce cas-ci, conjoints faits pendant plusieurs années, presque 20 ans. Il y a eu une aide financière de plus de 60 000 $ sur une propriété. Est-ce qu'il a des droits au moment de la séparation? Là, ce qui n'est pas clair ici, c'est la propriété, en fait. Mais je vais te laisser y répondre dur. quand même. Merci. De rien. Merci, bonsoir. Mais écoute, il faut voir l'acte qui est propriétaire de quoi. Est-ce qu'il y a eu un enrichissement? Y a-t-il eu un enrichissement? La personne est peut-être en faillite. La règle de base, là, n'oubliez pas les mots que j'ai prononcés tantôt. Il doit y avoir un enrichissement, un appauvrissement corrélatif, 20 ans normalement, c'est présumé, là, et qui donne le droit à cette indemnité-là. Oui. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de dossiers de jurisprudence sur des montants donnés pour des immeubles qu'on veut récupérer parce qu'on n'a eu aucune contrepartie et qu'on a enrichi l'autre. Mais il y a des dossiers où aussi l'enrichissement doit exister au moment où on entreprend le recours. Là. Est-ce que... Pour répondre à la question juste plus directement, parce que tu le dis bien, mais on est dans le recours. Puis la question, c'est vraiment à quoi on a droit au moment de la séparation. Puis les droits et les recours, c'est pas la même chose. Les droits, absolument rien prévu, mais effectivement, dans un cas d'injustice où il y a appauvrissement, enrichissement, il y a un recours qui est potentiel. Mais ça implique quand même des démarches. C'est ce qu'on disait tantôt, ce n'est pas donné, c'est pas automatique. Ça se règle à l'amiable avec des discussions, mais en cas de problème, c'est un tribunal. Si c'est pas écrit, pardon, je suis en train d'échapper mes papiers. Si ce n'est pas écrit, puis que l'autre dit hey, prouve-les donc. Parce qu'on le voit, on a les gens qui se parlent et qui réussissent à faire quelque chose, puis on a les autres. En cas de rupture, d'habitude, ça ne vient pas chercher le meilleur de chacun. Il y a une question intéressante ici. La vie commune a été pendant plusieurs années à l'extérieur du Québec, disons, dans un régime de common law. Est-ce que ça peut avoir un effet sur l'enrichissement injustifié? On présume là, que la demande elle est faite au Québec à ce moment-là. Ben écoute, ici, c'est jugé en vertu des lois du Québec. Si le recours peut être intenté ailleurs parce ça rencontre la définition de cet endroit-là, ça se pourrait. Mais tu sais, ça, c'est une question de droit international privé. Là, on n'est plus dans... Moi, je vous parle des lois qui existent au Québec. Si tu intentes ici en disant, je ne sais pas si on peut importer la loi d'ailleurs, mais tu sais, ça me surprendrait qu'on puisse faire ça ici. Ça va juste coûter la totale parce qu'il faut que tu engages un expert pour prouver aussi le droit étranger. Là. Mais disons que les deux sont au Québec, par contre, rendus là, parce que c'est possible. Disons un couple qui a été plusieurs années, qui a voyagé, qui a eu, puis qui, en ce moment, ils sont au Québec en recours. Ben oui. Mais écoute, la plus grosse cause qui a donné lieu à la coentreprise, c'est le dossier de Kerr Barano, que tu connais. Oui. Et ces gens-là s'étaient promenés entre l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, ils s'étaient promenés un peu partout, ont intenté le recours après, il me semble, en Ontario, si je ne me trompe. Oui, je pense que c'est ça. Non, pas en Vancouver. Non, je pense que c'est en Ontario. Puis ils ont obtenu cette notion de coentreprise et de partage de cette façon-là en s'étant promenés un peu partout. Ton recours est au Québec. Si tu as exercé, tu as commencé à être conjoint de fait au Québec, tu t'es promené, etc., je pense que tu peux tout à fait revenir et procéder à une telle réclamation. Là. Je ne vois pas pourquoi ce serait... C'est ça. Je pense que je te suis. Rapidement, il nous reste quelques secondes. Question pour les fonds de pension. Mon conjoint est divorcé et nous sommes conjoints de fait. Est-ce que le fonds de pension va à l'ex-femme ou à moi? À l'ex-femme, totalement. Mais c'est que ça a déjà eu lieu, probablement. En fait, le partage a déjà eu lieu. Je pense que pour la portion post, après leur divorce... Est-ce qu'il a dit ils sont divorcés? Oui, c'est ça. C'est vraiment... normalement, le fonds de pension a été partagé au moment du divorce. Donc, techniquement, le conjoint a 50 % de son ancien fonds de pension et ce qui lui reste ne sera
pas partagé avec la nouvelle conjointe. Oui, je pense peut-être qu'il y a certains fonds de pension, puis encore là, ça dépend des fonds de pension. Il y en a qui prévoient certaines choses. Il faut regarder dans le règlement avec l'administration du régime qu'est-ce qui est prévu. Mais au niveau de la loi générale, là, disons le Code civil, Le il Code n'y a civil? aucun partage. C'est ça, il n'y a aucun partage. Il faudrait aller voir si ce fonds de pension-là en particulier prévoit quelque chose par rapport à ça. Je vais aller plus loin que ça. Il y a beaucoup de situations que je vois dans ma pratique où les gens choisissent de ne pas se marier et d'être conjoints de fait pour ne pas procéder au repartage de leur fonds de pension déjà partagé. Oui. Oui, effectivement. Ben oui. De toute façon, ça commencerait à courir à une date X, là. Oui, effectivement. Il y a une question, j'ai envie, si on peut y prendre une autre réponse, parce que c'est un autre petit bout pour y répondre, parce que c'est intéressant. Je pense que c'est 2 enfants en bas âge. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Pension alimentaire. Puis c'est peut-être juste là, ici de faire c'est ça, pension alimentaire pour enfants versus pour époux. Là, je te laisse. Ça là, les enfants, les droits et obligations des parents envers les enfants sont identiques que vous soyez mariés ou conjoint de fait. Ça va de soi. Il y a une grille, la table de fixation de pension alimentaire qui existe et c'est fixé en vertu de cette grille-là qui dépend des revenus de chacun, en gros, et du temps que chacun a les enfants avec lui en fonction du pourcentage là, de temps de garde. Est-ce que c'est ça la question? Je pense que c'est ce qu'on a. Là, je t'ai vraiment lu ce que j'avais, là, mais je pense que tu y as répondu. Puis là, il y a une question, j'essayais de chercher en même temps, là, mais est-ce qu'il y a de la jurisprudence plus récente, 2020-2021, au niveau autre que l'entreprise familiale? Donc là, il faudrait que je fasse mes Tu veux dire la co-entreprise familiale? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça, autre que la co-entreprise, oui. Faudrait regarder. La co-entreprise, attention, là, la co-entreprise familiale, il ne faut pas oublier familiale. Tu sais, c'est vraiment une co-entreprise familiale. Ça peut être dans toutes sortes de situations. Une ferme, une business, business parce que je veux le changer d'entreprise, là, tu sais, comme ça peut être toutes sortes de choses qui s'appellent co-entreprise familiale. Ça ne veut pas dire que c'est pignon sur rue avec une entreprise qui s'appelle X, là. Co-entreprise familiale, c'est je vous donne, OK, regarde, ça peut être, prenons un artiste. Je n'ai pas vu de jurisprudence là-dessus, mais on peut l'appliquer aussi. Un des époux qui se consacre totalement à aider cet artiste en termes de rayonnement, en termes de... Puis c'est leur mission. Vous allez dire, ben oui, mais oui, mais tu sais, si on aide à la distribution, aux achats, puis que vraiment tout se fait ensemble, moi, je pense que ça pourrait... Tu sais, toutes les finances passent, par exemple, par un compte conjoint, etc., ça pourrait éventuellement c'est pas une opinion que je rends là, mais je vous dis, ça pourrait, en fonction des faits présentés, donner lieu à une co-entreprise familiale en termes pour le mode de calcul de l'indemnité. Oui, puis juste pour revenir, parce que j'essaie tu sais, les questions sont posées, sont très courtes, mais j'essaie d'interpréter derrière quand même. C'est comme si la personne cherche de la jurisprudence qui, tu sais, que c'est autre chose complètement que la co-entreprise, mais ne pas oublier quand on parle de co-entreprise familiale, on est dans la méthode de calcul. Donc, on peut lire un jugement où la méthode de calcul a été évaluée en fonction de la co-entreprise, qui reste tout à fait pertinente pour les critères de l'enrichissement injustifié. Ben oui. Mais n'oublions pas que l'étape principale, on ne parle pas de co-entreprise au début. C'est ça. On parle de preuves, c'est-à-dire de faits. On dit, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a enrichissement? 2, est-ce qu'il y a un appauvrissement concomitant ou proportionnel? Et est-ce que ça donne lieu à indemnité? Rendu là, quand le tribunal se dit oui, il y a indemnité, et quelle était la situation, le mode de vie? Pas l'interprétation que j'en fais après, c'est exactement ce que le juge dit, hein? Le juge qui a rédigé le jugement. Pas l'interprétation que j'en donne plus tard, mais la façon de vivre de ces gens-là. C'est ça qu'on évalue au niveau de la co-entreprise familiale.
qui donne lieu à une proportion de la valeur accumulée durant l'union. Bon, c'est un jugement qui était super intéressant. Puis pour répondre à cette question-là, peut-être que je vais trouver un moyen de l'envoyer en commentaire, le lien en tout cas pour la référence pour ce jugement-là, parce que oui, c'est un dossier qui, faut pas l'oublier, là, c'était un dossier, oui, c'était il y avait beaucoup de moyens, on parle de millions de dollars de réparation, mais il y a quand même, si ça vous intéresse de lire de la jurisprudence sur le sujet de l'enrichissement injustifié, c'est quand même une analyse qui est faite, qui est bien faite de ce concept-là. Puis, comme je disais tantôt, c'est plus tard là, dans la méthode de calcul. Puis, effectivement, on parle de chiffres qui sont plus élevés, mais le droit derrière est quand même le même. Il ne change pas. Ça peut être 15 000 $, ça peut être 25 000 $, ça peut être 50 000 $. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Oui. Donc, écoute, on a débordé de quelques minutes, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est trop intéressant de parler de ça avec toi. Merci, Suzanne, pour ta présence puis pour cette discussion-là. C'est toujours le fun de faire ça avec toi. Puis merci aussi à ceux qui nous ont écoutés puis qui ont posé des questions à laquelle ça nous a fait plaisir de répondre. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous juridiques. Et puis, si jamais vous voulez les revoir une autre fois, on va produire les enregistrements sur la page Facebook, sur YouTube, et puis celui d'aujourd'hui, puis tous les prochains y seront également. Donc, merci encore, Suzanne. Merci à tout le monde. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on vous a éclairé un petit peu. Moi aussi. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.